Bonjour à toutes et à tous. On va bientôt commencer. Il est bientôt 12h30. Alors, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, donc, qui est d'ailleurs le dernier webinaire de notre cycle de webinaires que nous organisons tous les ans. D'ailleurs, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur le village ainsi que tous les précédents, donc dans la rubrique médiathèque. Donc voilà, on est ravis de se retrouver virtuellement et on s'engage à ce que le webinaire dure 1 heure. Donc en fait, il va se finir aux alentours de 13h30. Alors on est une petite cinquantaine. On va pouvoir démarrer un petit peu. Je vais faire l'introduction et puis petit à petit, les personnes pourront arriver. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Solène, je suis salariée de la coopérative Enercop Hauts-de-France et en fait, mon rôle aujourd'hui, ça va être de faciliter et d'animer ce webinaire. Donc, on est tous réunis pour parler d'un sujet donc, qui est Enercop, un peu largement, car on s'est peut-être tous retrouvés dans cette situation lors d'une pause avec les collègues ou dans un repas de famille où on ne savait pas trop dire pourquoi Enercop était différent des autres fournisseurs et qu'est-ce qu'il faisait concrètement de plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité euh, Christine, Christelle et Cyril. Donc Christelle qui est responsable marketing à Enercop National et Cyril chargé de vie coopérative à Enercop Normandie. Donc ils vont vous présenter un peu le b.a.-ba sur Enercop. Et en plus, de l'autre côté de l'écran, vous aurez Tatiana, Nina, Nadia, Lisa et Louis qui répondront à vos questions. Donc, vous pouvez d'ailleurs utiliser le petit module Q&R ou Q&A si votre version de Zoom est en anglais. Donc, vous pouvez dès à présent envoyer un petit message, par exemple, pour tester bonjour, je viens de Midi-Pyrénées, par exemple. Et tout ce petit monde-là qui est de l'autre côté de l'écran vous répondront. Du coup, je vais commencer par m'adresser à toi, Cyril. Du coup, on va commencer par savoir un peu comment est né Enercop. Vas-y, explique-nous comment ça s'est passé au tout début. Merci Solène, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Et donc premier plat de notre menu, la genèse d'Enercop. Donc si tu veux bien afficher, voilà. D'où ça vient, quelles sont les origines de ce pionnier des énergies renouvelables locales et citoyennes? Eh bien, c'est deux éléments, un conjoncturel et un plus structurel. Le conjoncturel, eh bien, c'est l'ouverture du marché de l'électricité décidée par l'Union européenne pour une mise en œuvre en France à partir de 2006. Et donc, le projet Enercop, dès ces années-là, a souhaité à ce que la question énergétique soit des enjeux territoriaux, locaux et citoyens, et pour lutter également contre les enjeux qui sont structurels déjà dès l'époque et aussi avant, du réchauffement climatique, des pollutions liées aux autres sources d'énergie, donc fossiles mais aussi fissiles, électronucléaires, et puis surtout une dimension qui en fait une spécificité forte, d'une dimension citoyenne, énergétique, mais citoyenne au sens large, et dans un but d'une énergie 100% renouvelable à utiliser pour notre société. Les fondateurs de l'époque sont au nombre de 6 structures. Donc rapidement, voilà, le Leclerc, Réseau pour la transition énergétique, 2 structures plus militantes avec Greenpeace et les Amis de la Terre, le réseau Biocop, l'agriculture biologique, la NEF en tant que société financière, et Espul, qui est peut-être le moins connu, qui s'appelait avant Phébus, qui a été le premier installateur de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau électrique français en 1992. Voilà pour les pionniers. Quelques chiffres, création juridique d'Enercop national en 2005, donc bientôt 20 ans. Aujourd'hui, 11 coopératives utilisent cette marque, donc vous aurez trouvé qu'il y a 10 coopératives régionales dont on parlera un peu plus tard.
près de 100 000 clients, plus de 60 000 sociétaires, bientôt, je pense dans l'année, 500 producteurs d'électricité, 250 salariés, surtout des clients particuliers, un petit peu moins de 80%, et 346 mégawatts installés. Pour ce webinaire, on va vous expliquer et présenter les rôles qui sont complémentaires d'Enercop pour une mise en œuvre d'une transition énergétique citoyenne et locale. Et avant donc de vous présenter ce que c'est que ce réseau de coopératives régionales de la transition énergétique, voilà, juste pour vous dire que nous verrons par la suite quels sont les producteurs d'énergie renouvelable qui travaillent avec Enercop, et qu'est-ce qu'être fournisseur d'électricité renouvelable, rentrer un petit peu dans le moteur de cette mécanique, et puis nos services liés à la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, nous sommes un réseau de 11 coopératives, comme dit précédemment. Donc là, vous avez en photo une bonne partie des salariés actuels du réseau Enercop. Et ben, c'est surtout donc ce réseau de coopératives Enercop, le choix d'un statut commun de société coopérative d'intérêt collectif. C'est aussi un élément du début des années 2000 avec la création de ce statut en 2002, basé sur trois piliers forts: une gestion démocratique, d'une personne, une voix. C'est ainsi que chacun prend part aux décisions de sa coopérative ou ses coopératives dans lesquelles il a investi à minima une part sociale à 100 euros. Différentes catégories sont organisées dans ces coopératives de sociétaires. Donc là, c'est ce qu'on appelle le deuxième point, le multisociétariat. Que vous soyez usager client, que vous soyez producteur, que vous soyez collectivité territoriale, vous avez un rôle à jouer dans le milieu de l'énergie, pour une transition, mais de votre positionnement, de votre nature, bah, vous avez une vision qui peut être différente. Et donc l'objectif de nos SIC est de pouvoir mettre ces différentes visions, ces différents ingrédients pour un projet global, un projet de société. Et un élément fort également est celle de la lucrativité limitée pour toutes nos coopératives, voire même une non-lucrativité pour l'une de nos coopératives du réseau, qui est donc que la valeur créée reste très majoritairement dans la société pour qu'elle poursuive ses objectifs. Juste quelques petits mots là sur Pardon, Solène, quels sont ces types de catégories? Oui, parce que les partenaires sont vraiment de différents types, hein, avec qui on travaille. Donc, les porteurs sont également membres encore du CA d'Enercop National, et les salariés sont aussi considérés et intégrés dans la gouvernance à un degré moindre que les SCOP. Et c'est pour ça qu'on dit que la SIC est la petite sœur des SCOP avec une vision plus large, mais en ayant gardé le salariat dans la gouvernance. Merci. Notre modèle coopératif a un fort impact social et environnemental, et même une volonté de transformation profonde de la société. 60 000 sociétaires détiennent les coopératives Enercop, ce qui en fait, c'est le troisième point, le mouvement de cycle le plus important en nombre de sociétaires. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 1200 SIC à l'heure actuelle en France, sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui compte en tout et pour tout un peu plus de 100 000 sociétaires, et donc 60 000 sont des sociétaires des coopératives Enercop. Alors, un sociétaire d'une coopérative Enercop peut être sociétaire d'autres coopératives, bien sûr, mais voilà la force du modèle qu'on pousse comme étendard. Nous sommes impliqués dans le réseau des licornes, donc des sociétés qui souhaitent une transformation radicale de la société, de son modèle économique, pour remettre en question ce consumérisme, et donc de se réapproprier nos biens communs, comme la mobilité,
donc là c'est Mobicop, le transport ferré avec Railcop et bien d'autres. On pourra vous mettre sur le chat le lien de ces 10 coopératives qui composent le réseau Licorne. Et nous avons toutes et tous coopératives du réseau Enercop, l'agrément ESUS d'utilité sociale, qui compte différents points, notamment une politique de rémunération équilibrée, la poursuite d'un objet d'utilité sociale comme majeur dans l'activité de l'entreprise, et que les titres de capitaux ne soient pas négociés sur le marché financier. Et derniers éléments sur notre réseau de coopératives, avec cette carte qui vous montre de manière plus précise les 11 coopératives du réseau. La première qui était Nord-Est, créée, qui s'est faite en 2009, et Pays de la Loire, la dernière en 2018. Si vous faites partie de Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Alsace, un projet pour avoir des coopératives dans ces régions est en train de se mettre en œuvre pour les mois et les 2 années à venir. Rappel, pourquoi des coopératives locales? Eh bien, pour être plus proche des territoires, des gouvernances portées par des acteurs régionaux, locaux, pour une transition énergétique avec une réappropriation citoyenne. C'est quand on est dans les territoires qu'on permet à ce que la mayonnaise prenne mieux. C'est une image un peu simpliste, mais ça renvoie au multisociétariat, à la présence envers les collectivités locales, régionales notamment. Et puis, quand un consommateur, pour rencontrer le producteur d'énergie pas loin de chez lui, qui travaille tous les deux avec Enercop, eh bien, c'est recréer un circuit court de l'énergie. J'y recrée car historiquement, c'était le cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en France. Et donc, une organisation au réseau, eh bien, nous travaillons ensemble parce que nous avons des services communs. Nous partageons beaucoup d'expériences et d'expérimentation aussi, chacun dans nos régions, pour après les déployer. Nous sommes solidaires, notamment financièrement, entre les structures. Et cet archipel coordonné a aussi des fins de garantir une éthique et des valeurs, et de ne pas parfois peut-être glisser vers des choses du monde économique classique. Et donc, il y a toujours des Enercop qui peuvent dire maintenant, non, ça va, gardons les valeurs qui sont dans notre charte réseau. Voilà pour le réseau des coopératives Enercop. Je répondrai à vos questions par la suite. Merci. Merci Cyril pour cette présentation. Je vais maintenant laisser la main à Christelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant les activités d'Enercop? Oui, tout à fait. Donc, Enercop fournit l'électricité, mais et bien plus. On l'a aperçu tout à l'heure dans le visuel qu'a montré Cyril, euh, où on voit effectivement donc Enercop, fournisseur d'électricité, qui est l'activité d'origine, mais les coopératives tendent de plus en plus à devenir elles-mêmes productrices. Donc, on verra un petit peu plus dans le détail. Et à proposer des services pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail la partie sur la fourniture d'électricité, donc notre électricité, elle est 100% renouvelable, approvisionnée auprès de 440 sites de production qui sont tous en contrat direct avec les coopératives. Et de ça, ça en fait le réseau le plus important de producteurs d'électricité renouvelable. Sur l'illustration, vous avez la répartition par type de source d'énergie. Donc, sur les 447 sites, on en a 309 qui sont des installations photovoltaïques et qui représentent 25% de la production. On a ensuite 82 sites hydrauliques qui représentent 20% de la production. 44 sites éoliens qui représentent 53% de la production et un tout petit peu de biomasse, 5 sites qui représentent 1%. Et donc, tous ces producteurs, quand on regarde le schéma qui est à droite de la diapo, tous ces producteurs injectent leur électricité sur le réseau électrique national,
comme une centrale nucléaire. Donc tout ça est amalgamé dans le réseau électrique et vient alimenter les foyers, les entreprises, les collectivités, etc. Ce qui fait la différence avec Enercop, c'est que votre facture, l'argent de votre facture va venir rémunérer directement les producteurs d'énergie renouvelable et la création de nouveaux sites de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un circuit court financier puisque tout est injecté dans le réseau national. Pour concrétiser ça un petit peu avec des chiffres, en 2021, c'est 642 gigawattheures qui ont été produits pour une consommation de nos clients de 593 gigawattheures. Ce qu'on calcule, nous, c'est un taux de contrat direct qui est du coup de 108%. Donc, on a acheté et produit plus d'électricité que ce qui a été consommé. Ici, je fais un petit zoom sur l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est un sujet dont vous avez sûrement entendu parler l'année dernière, puisqu'on a demandé à tous nos sociétaires de voter concernant l'Arenh. Et donc, ça a été un vote en faveur pour un recours à l'Arenh sur les 3 prochaines années, 2023, 2024, 2025. Ce recours à l'Arenh ne remet pas en cause le modèle d'approvisionnement d'Enercop, puisqu'on continue d'acheter en direct à notre réseau de producteurs l'énergie qui est consommée par nos clients. Et ce volume d'Arenh ne vient en fait remplacer qu'une partie d'opérations courantes qu'on est obligé de faire sur le marché pour garantir, pour sécuriser les risques. Parmi ces producteurs, parmi ces sites de production, la moitié sont gérés par des collectifs de citoyens, de citoyennes ou des collectivités. On appelle ça des projets citoyens. Donc, si on veut donner une définition un peu d'un projet citoyen, c'est un projet de production d'énergie renouvelable qui ouvre son capital au financement collectif et local. Donc, en fait, on a, lors de la création de ces projets de production, on a une gouvernance qui est partagée entre les collectivités locales, les citoyens, Enercop, etc. Et ça permet, cette organisation-là garantit la poursuite d'un intérêt général, les retombées locales, et ça participe aussi à une meilleure appropriation du projet par les riverains et riveraines. En quelques chiffres, donc c'est 282 projets avec des citoyens et ou des collectivités, et c'est 33% de l'électricité qui est ensuite achetée par Enercop. Et parmi ces sites-là, il y en a 150 qui sont soutenus par Énergie Partagée, donc une association qui accompagne les projets de production de la création au financement. Chez Enercop aussi, on a vraiment la volonté d'accompagner la création de nouveaux sites et de soutenir les producteurs. On appelle ça en interne l'additionnalité. On l'a chiffré en 2022 avec un montant de 1,7 million d'euros dédié à cette additionnalité, au fait d'accélérer la transition énergétique. Ça passe par plusieurs actions que vous voyez ci-dessous. Il y a déjà le fait d'accorder des tarifs qu'on appelle de soutien à des sites de production qui sont exemplaires. Ça représente une enveloppe de 400 000 euros. Des rémunérations fixes pour des petits sites de production avec des faibles volumes, mais qui contribuent à l'appropriation de l'énergie au niveau local, à la mise en place de boucles locales. Donc, on est sur une enveloppe de 65 000 euros. On accorde aussi des primes fléchées, des bonus auprès de producteurs qui réorientent ensuite à des actions en faveur de la transition énergétique ou d'actions de développement durable. Et puis on contracte de plus en plus avec des parcs de grande taille, ce qu'on appelle des PPA. Donc, c'est des contrats de long terme sur
25 ans ou 30 ans. Et ce qui permet de garantir un revenu sur une longue période et, de calculer un coût de l'électricité vraiment au coût de production. Donc voilà, ce sont vraiment les 4 leviers pour la transition. En plus du réseau de producteurs, donc des 447 sites de production, Enercop, les coopératives Enercop développent de plus en plus de sites qui leur appartiennent, donc des sites en propre. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc de plus en plus s'oriente vers un modèle où on développe, exploite et détient nos propres parcs de production. Il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est déjà de démultiplier les actions pour la transition énergétique, donc à la fois soutenir les producteurs, les projets citoyens et également nous développer nos propres sites de production. Donc ça permet, les sites de production qu'on développe impliquent les citoyens, les citoyennes, les acteurs locaux pour une bonne appropriation. Et puis, ça vient s'ancrer dans une approche plus décentralisée de la production, vraiment ancrée dans les territoires. Et un des points aussi, c'est que le fait de développer ses propres sites de production, ça permet de se détacher d'une logique de coût de marché et d'être plutôt sur une logique de coût de production réel avec des outils que l'on détient. En quelques chiffres, et pour donner un petit peu les ambitions, aujourd'hui, c'est 14 sites de production qui sont tenus en propre, principalement en Midi-Pyrénées, en Bretagne et Nord-Est, mais ce chiffre évolue très très vite. Aujourd'hui, c'est 1% de l'électricité qui est consommée par les clients, mais l'ambition, c'est d'atteindre les 20% en 2025. Pour ça, le conseil d'administration d'Enercop National a voté un budget en octobre 2021 de 3,2 millions d'euros pour pouvoir développer cette activité. Et aujourd'hui, c'est déjà 23 personnes à temps plein qui travaillent sur le sujet. Donc voilà, des prospecteurs, prospectrices, des chefs de projet, des cartographes. Donc une activité en développement. La troisième activité, c'est les services pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, Enercop, les convictions d'Enercop depuis toujours s'appuient sur le scénario mégawatt, qui part du principe que l'énergie la moins polluante est celle que l'on ne consomme pas et donc que l'on ne produit pas. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, en plus de promouvoir les énergies renouvelables, pardon. Il prône donc la sobriété énergétique. Donc, qu'est-ce que la sobriété énergétique? C'est rechercher la meilleure utilisation possible de l'énergie. Donc, se poser la question vraiment de ses besoins réels et de prioriser sa consommation. Et l'efficacité énergétique. Excusez-moi, je vais faire une petite pause. En ton temps, si tu veux un peu d'eau. Excusez-moi. Et l'efficacité énergétique, donc, c'est améliorer la performance de ces appareils et des bâtiments. Mais il faut quand même souligner que l'efficacité énergétique perd de son intérêt si elle n'est pas associée à une consommation sobre et maîtrisée. Donc, il y a vraiment une alliance des deux aspects, sobriété et efficacité. Du coup, dans ce cadre-là, on a élaboré une démarche pour accompagner les clients particuliers, professionnels, entreprises, collectivités, à aller vers plus de sobriété et d'efficacité. Donc, cette démarche s'appelle Plus d'actes, moins de watts. Vous pouvez trouver pas mal d'infos sur notre site internet. Elle se décompose en 4 piliers. Je m'informe, qui permet de découvrir un peu les sources possibles d'économie d'énergie, avec différents outils comme la lettre d'info qu'on envoie tous les mois, où à l'intérieur on trouve des petits éco-gestes, le Conso Quiz, la boîte à outils, des webinaires.
une partie plus j'analyse, qui vous invite à aller sur votre espace client pour suivre votre consommation de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Et également mon suivi conso qui vous permet d'avoir des rapports chaque trimestre pour, analyser votre conso de manière personnalisée. Et si vous souhaitez aller même plus loin, on est en partenariat avec EcoJoco qui propose un appareil connecté pour suivre votre consommation en temps réel, appareil par appareil. Pardon. Un bloc Je partage, où vous pouvez échanger avec la communauté d'Enercop, donc soit sur le village, soit dans le groupe Les Économes, ou dans le projet Réflexibilité. Et enfin, la partie J'investis. Donc là, on a juste une petite partie pardon, qui s'adresse aux particuliers sur l'autoconsommation, vous accompagner sur l'autoconsommation ou les travaux de rénovation. On apporte d'autres services pour la cible professionnelle avec un bureau d'études solaires qui permet de faire des études sur la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. Ou alors, on a aussi une offre de formation. Donc voilà, tout n'est pas détaillé ici, mais vous retrouverez beaucoup plus d'infos sur notre site internet. On vous partagera le lien juste après. Merci Christelle pour ton intervention. Maintenant, tu peux tousser tranquille. Mais du coup, grâce donc à Christelle et Cyril, on a pu voir que vraiment Enercop s'inscrivait comme un acteur de la transition énergétique, mais pas uniquement de par sa fourniture d'électricité renouvelable. Il y a tout un développement et un accompagnement des professionnels comme des particuliers à la réduction des consommations ou à la construction de projets photovoltaïques sur le territoire. Alors, je vous invite du coup à consulter ces ressources sans modération, notamment le village des sociétaires, qui est en fait la plateforme qui a été créée pour que les sociétaires puissent échanger alors entre eux avec les salariés sur les actualités d'Enercop, sur ce qui se passe dans le réseau. Vous pouvez également donc aller voir sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur la démarche plus d'actes, moins de watts. Et vous pouvez aussi retrouver sur notre blog la boîte à outils, et aussi plein de conseils pour réduire ses consommations. Donc vous verrez, c'est assez bien fait. Il y a les pièces de la maison avec les équipements et on donne quelques conseils donc, pour réduire sa facture d'électricité et sa consommation en général. Et donc évidemment l'Enerblog où vous pouvez avoir des informations donc sur ce qui se passe dans chaque coopérative, des informations sur le monde énergétique ou la transition en général. Et pour finir, du coup, vous pouvez, comme je vous l'avais dit, retrouver nos webinaires donc sur notre chaîne YouTube ou sur le village dans la rubrique médiathèque. Voilà. Du coup, je vous remercie donc pour cette intervention et du coup pour les questions qui sont déjà posées. Alors, on va les prendre une par une. Donc, je vais peut-être retirer la présentation pour que vous puissiez nous voir. Alors, j'avais une question. Donc, quel est le lien entre les différentes SIC, donc les différentes coopératives du réseau et Enercop national? Je ne sais pas si Cyril, tu veux peut-être prendre la parole là-dessus. Oui. Il y a 3 niveaux, on va dire, d'interaction, de lien entre les Enercop régionales et Enercop nationales. Il y a tout d'abord un lien politique fort avec un partage d'une vision. Donc vous avez un document qui s'appelle la charte réseau, qui est un recto verso et qui pose en fait cet accord politique qui a été validé dans toutes les assemblées générales de mémoire en 2016 sur la vision, les missions, les objectifs. Il y a aussi des instances politiques qui parfois mêlent les différentes coopératives. Il y a aussi des liens juridiques, contractuels, par notamment un type de nos contrats qui nous lie, qui s'appelle le contrat réseau, mais aussi des contrats plus liés à certains aspects de notre partenariat. Ça va être l'usage de la marque Enercop, l'énergie militante. Ça va être les liens financiers qui nous unissent quand nous travaillons les uns pour les autres.
et qui fait quoi, sur quel territoire, voilà. Et aussi un troisième lien qu'on pourrait appeler un lien opérationnel, qui est qu'est-ce que nous faisons dans les territoires et donc de travailler ensemble. Par exemple, une commission métier sur la communication et donc de coordonner les outils, les expériences, construire ensemble et notre petite dizaine de métiers que nous faisons au sein des coopératives sont le lieu en général de commission à l'échelle nationale et aussi un comité de direction réseau national qui rassemble les personnes en charge de mandats de direction. Voilà. Merci Cyril pour ta réponse. Alors, du coup, j'avais Vincent qui nous demandait quelle était la relation entre Enercop et énergie partagée. Du coup, j'ai peut-être Louis qui pourrait nous répondre là-dessus. Oui, tout simplement déjà, Enercop et Énergie Partagée se sont nourris mutuellement. Enercop est aussi au conseil d'administration d'Énergie Partagée. Initialement, il y avait quand même deux objectifs. Enercop était un projet centralisé autour du projet de fourniture, là où Énergie Partagée avait vocation à être plus une boîte à outils à destination des collectifs citoyens et dans une logique de faire émerger des projets de production. Aujourd'hui, on est partenaire, notamment sur les projets de production, là où Énergie Partagée, du coup, apporte toute une expertise en matière d'outils de développement, d'outils de financement et d'outils d'accompagnement. Et là où Enercop, aujourd'hui, désormais sur les métiers de production également, mobilise, fait le lien, l'interface avec les collectivités, les organisations citoyennes. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est partenaire dans cette dynamique avec également quand même des logiques différentes, hein, qui restent celles d'origine, mais qui se rejoignent sur l'émergence de moyens de production sur lesquels parfois on est directement en fait en co-développement et en cofinancement sur ces projets-là. Voilà. Merci Louis pour ta réponse. J'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser à ce niveau-là. Donc, nous avons une autre question de Liliane. Donc, en tant que sociétaire, comment pouvons-nous participer aux décisions prises par la coopérative locale? Donc, par exemple, le financement de certains projets plus que d'autres. Bien, je veux bien apporter des éléments de réponse. Bon, la manière un petit peu classique, c'est celle de s'impliquer fortement, mais c'est le niveau, on va dire, supérieur au sein du conseil d'administration de votre coopérative, de poser votre candidature à une assemblée générale lors d'un renouvellement du conseil d'administration et d'être élu. Vous pouvez participer également via des groupes locaux. Alors, c'est pas dans tous les territoires, mais des sociétaires de votre coopérative qui, accompagnés par la coopérative régionale, vont participer à des actions diverses et variées. Ça peut être aller voir les élus de votre territoire, leur parler des NERCOP, ça peut être surtout participer à la mise en place d'un projet de production et participer à sa gouvernance, aller manifester à une manifestation pour le climat avec le drapeau et le t-shirt Enercop, différentes manières de s'impliquer, également donc financièrement pour des projets de production citoyens et renouvelables dans votre région. Des cercles également, on peut appeler des groupes de travail spécifiques qui intègrent des sociétaires non élus ou non salariés. Si vous avez une compétence particulière en communication, en comptabilité, voilà, ça peut intéresser nos instances de gouvernance locales aussi pour travailler. Voilà quelques éléments, des participations également sur le village, hein, dont on vous a parlé, d'échanges avec des sociétaires de votre région ou d'autres. Voilà, en quelques mots. Vous pouvez aussi aller voir sur le site, il y a la liste des possibilités d'implication.
Merci Cyril. Après, c'est vrai que chaque coopérative a des activités différentes ou une mobilisation des sociétaires différente. Du coup, a aussi, pourquoi pas, à vous de vous rapprocher, que ça soit un petit appel téléphonique ou un mail. On serait ravis de vous répondre et puis qu'on se mobilise ensemble. Alors, du coup, on peut continuer avec une question de Françoise, donc, qui demande quand accepterez-vous de nouveaux clients? Car c'est vrai qu'on avait fait une pause pendant un petit peu plus d'un an et du coup, j'invite Christelle à nous répondre. Oui, tout à fait. Effectivement, on ne prend plus de nouveaux contrats depuis décembre 2021. Et donc là, en 2023, on va commencer à reprendre doucement des nouveaux contrats via les personnes qui se sont inscrites sur Internet. En fait, quand vous allez sur notre site de souscription, vous avez une page qui propose de laisser son adresse mail pour être recontacté quand Enercop pourra reprendre de nouveaux clients. Et on a à ce jour 16 000 personnes qui se sont inscrites. Donc, on commence à adresser des communications à ces personnes, savoir si elles sont toujours intéressées. Voilà, on commence doucement pour voir comment ça se passe, comment réagissent les personnes inscrites. Et pour le moment, on n'a pas de date officielle de réouverture plus largement sur notre site. Merci Christelle. C'est vrai que c'était un choix il y a maintenant plus d'un an d'arrêter ces souscriptions temporairement pour aussi éviter de trop faire souffrir nos clients avec des hausses tarifaires trop importantes. Alors du coup, donc on a une question sur le rapport d'Enercop avec l'autoconsommation collective. Louis, tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus. Oui, brièvement, hein, Enercop en fait encourage les opérations d'autoconsommation collective à plusieurs échelles. Historiquement, déjà, Enercop s'est positionné comme racheteur de surplus, puisque à la base, il y a toujours besoin d'un responsable d'équilibre pour les opérations d'autoconsommation collective, c'est-à-dire un garant d'équilibrage de l'énergie qui n'est pas consommée localement pour sa gestion dans le réseau. Pour, parler un peu plus technique. Et après, aujourd'hui, Enercop et les coopératives régionales, hein, locales, accompagnent les projets d'autoconsommation collective, que ce soit directement en étant impliqué dans le projet de production, comme par exemple on a pu le faire en Midi-Pyrénées avec le parc de Carlus, qui est la première opération d'autoconsommation collective au sol, ou à travers l'accompagnement de collectifs qui se constituent ou de collectivités, et que ce soit à toute étape du projet en fait. Donc on se positionne aussi comme bureau d'études en accompagnement de ces projets-là et dans toutes les étapes de vie. Voilà. Merci Louis. Alors, du coup, j'ai une question de Gilles. Donc, est-ce que le recours à l'arène n'amène pas à rentrer dans une logique financière discutable? Donc, j'achète peu cher et je revends plus cher. Donc, pour permettre de maintenir le prix du kilowattheure Enercop à un prix plus abordable pour ses clients, mais qui ne partent pas. Donc, ce qui est compréhensible, mais moralement dérangeant. Alors, cette crise énergétique, hein, a montré que nous étions très encore sensibles, nous, Enercop, au marché financier. Donc, recourir à l'arène ne fait pas rentrer spécialement plus dans la logique financière parce que nous y sommes et nous y sommes trop. Ça, on en a tous bien conscience, et donc de développer la production pour avoir des prix d'approvisionnement maîtrisés, et notre engagement majeur et la vigilance que nous avons à avoir avec ce recours temporaire au dispositif de l'AREN, hein, de 3 ans. Et donc, c'est une décision politique du réseau Enercop aussi, mais d'Enercop national. C'est que nous soyons tous garants de pouvoir en sortir dans 3 ans, selon ce que nous nous sommes dit. Donc, et pouvoir, euh, développer notre approvisionnement propre, et deux, sortir de ce dispositif
va pouvoir nous émanciper de cette période qui n'est à l'aise, je pense, pas pour personne au sein d'Enercop. Merci Cyril. C'est vrai on a essayé de mettre en place un débat le plus transparent possible et en vous mobilisant, vous les sociétaires, et c'était pas évident, même pour nous, de devoir gérer ce côté enfin, faut savoir que c'était dans l'ADN d'Enercop, les énergies renouvelables, et la question s'est posée, et ça a été difficile de se dire que c'était une éventualité, mais il a fallu chercher des alternatives. Donc, on avait une question de Nicolas. Si je suis déjà abonné Enercop sur un logement, puis-je m'abonner sur un logement supplémentaire? Alors, je ne sais pas qui se sent de répondre à ce niveau-là. Hmm, peut-être Christelle, oui, pour la fourniture. Oui, eh bien, pour le moment, effectivement, c'est par la liste d'attente que ça passe au niveau des souscriptions. Donc, il faudrait s'inscrire sur la liste d'attente qui est sur le site quand vous cliquez sur le bouton Je souscris. Merci Christelle. Vous verrez la liste d'attente, elle se trouve très facilement, où on a toute l'explication en fait du pourquoi, du comment, et vous avez juste à mettre vos coordonnées et du coup vous serez recontacté. Donc on a Dominique qui nous pose une autre question. Donc Enercop développe sa propre production. Quel type d'installations sont recherchées? Donc est-ce qu'il y a donc que du photovoltaïque, de l'éolien ou bien d'autres? Est-ce que sont recherchées des installations qui fournissent selon des profils temporels qui correspondent au profil moyen des consommateurs de la coopérative, donc pour approcher en fait une autoconsommation plus globale? Je ne sais pas si Louis, tu aurais une réponse à ça. Oui, je peux répondre. En fait, il y a tout type d'énergie qui est recherchée justement dans une logique d'équilibrage selon la temporalité aussi qui nous est donnée et par les gestionnaires de réseau et aussi par l'objectif de se rapprocher d'un pas de temps le plus court possible. Euh, ap- donc aujourd'hui, après, la difficulté, c'est que les temps de développement sont pas du tout les mêmes, qu'on soit sur un site hydraulique, un site éolien ou un site photovoltaïque. Force est de constater qu'aujourd'hui, un site photovoltaïque, en tout cas pour les petits sites tels qu'on a pu les développer en Midi-Pyrénées, c'est un an et demi de développement. Pour les plus gros sites, c'est 3 ans. Pour un projet éolien, on en a aussi en développement ou dans des logiques de rachat. Le développement d'un site éolien, c'est 10 ans et l'hydroélectricité aujourd'hui peine énormément à se développer. Donc, on est également sur des logiques plutôt d'acquisition en fait centrale qui sont à la vente. Voilà, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une réflexion aussi qui aille au-delà purement de développer un type d'énergie renouvelable, mais de jouer sur les complémentarités de ces énergies renouvelables. Très bien. Merci, oui. Ben, je vais te garder pour une autre question. Une question d'Anne qui nous demande quand un fournisseur met en place un site de production, a-t-il une obligation de faire un appel d'offres pour le choix du fournisseur d'énergie avec lequel contractualiser pour distribuer son électricité? Quand un producteur met en place, c'est ça? Alors oui, c'était quand un fournisseur, mais du coup, oui, Ok, c'est... quand un producteur en fait met en place un site de production, est-ce qu'il a l'obligation de faire en tout cas une mise en concurrence ou C'est un ça. appel à manifestation d'intérêt? La réponse c'est non. D'ailleurs, historiquement, en fait, la raison aussi pour laquelle on a une problématique aussi dans l'approvisionnement des NERCOP fournisseurs, c'est que la plupart des projets, historiquement, allaient revendre à EDF obligation d'achat, ou en tout cas avec un agrégateur qui permettait aussi de disposer des soutiens tarifaires mis en place par l'État.
Aujourd'hui, c'est plus large que ça, mais pour des acteurs privés, en tout cas, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence ou de, de sélection d'un fournisseur, et donc c'est du gré à gré en fonction des acteurs avec lesquels ils ont envie de travailler. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, fournisseurs, on sélectionne les producteurs avec lesquels on travaille, on souhaite travailler, et dans une logique de temps long et dans une logique de partenariat étroit avec des acteurs qui sont sensibles aux valeurs d'Enercop. C'est-à-dire qu'on ne verra pas forcément de contrats avec des entreprises qui travaillent ou dans l'armement, ou ont des affaires de fraude fiscale, qui travaillent également dans les énergies fossiles. Donc, on a toute une charte, notamment dans notre approvisionnement, qui doit être respectée en tout cas, qui doit permettre de trouver des producteurs qui respectent l'ensemble de ces valeurs-là. Merci Louis. On avait une nouvelle question de Vincent à propos du recours à l'Arenh et ce qui permet véritablement de diminuer donc, le tarif Enercop et de combien environ. Je veux bien apporter des éléments de réponse. Il y a, à partir du 13 février, pour les clients, une diminution du prix, de prix de vente aux clients. Pour les particuliers, ça va être environ 10%. Pourquoi? Alors, c'est en partie lié au recours à l'Arenh, mais c'est aussi une meilleure gestion des risques d'approvisionnement. Il y a un coût d'approvisionnement qui est plus bas pour 2023. Aussi du fait, comme le présentait Christelle, nous avons de plus en plus de projets de production qui vendent en contrat long terme avec nous, donc à des prix, on va dire, logiques et cohérents et éthiques, et donc maîtrisés. Donc c'est ces trois raisons-là, gestion des risques, approvisionnement durable et recours à l'Arenh, qui nous permettent d'appliquer une diminution de 10% de nos particuliers au 13 février. Il y a aussi une diminution vers les professionnels qui est un petit peu plus importante, mais la hausse avait été plus importante pour nos clients professionnels courant 2022. Merci Cyril d'être revenu sur ces éléments. Alors, on avait une question de Cécile et Bernard. Donc, c'est sur les panneaux. Si un particulier pose des panneaux, donc environ une dizaine, peut-il vous vendre son électricité au même prix que DF ou non? Ou quelles sont un peu les modalités? Alors, je ne sais pas si Louis, tu es encore avec nous. Oui, Ouais. je vais prendre. Alors, au même tarif que DF, non. En fait, aujourd'hui, Enercop ne propose pas de solution de rachat d'énergie pour les petits producteurs, ce qu'on appelle les petits producteurs, hein, c'est notamment les particuliers, tout simplement parce qu'il existe le rachat par EDF est subventionné par l'État et est spécifiquement dirigé vers EDF obligation d'achat. Et aujourd'hui, nous, on n'a ni les capacités financières, ni les capacités même humaines, en fait, de gérer un grand nombre de contrats et d'avoir les coûts de gestion aussi de ces contrats pour des tout petits volumes. On reste un petit fournisseur, en fait, même en termes humains et d'outils de gestion de contrats. Et par ailleurs, on serait incapable de dégager un prix qui serait équivalent à ce prix subventionné de DF obligation d'achat. Et donc, pour des logiques aussi de rentabilité de projet et d'amortissement, en fait, de viabilité économique de ces projets, on préfère aujourd'hui rediriger vers les contrats en fait qui sont subventionnés avec EDF obligation d'achat et pas forcément se positionner aujourd'hui dessus, même si aujourd'hui il y a quand même des solutions qui sont à l'étude et notamment pour les projets qui sont en autoconsommation individuelle, réfléchir à du don d'énergie pour tout ce qui serait surplus et notamment orienter vers tout ce qui est énergie solidaire qui est une association qui lutte aussi contre la précarité énergétique. Voilà. Merci Louis. Alors, on avait une petite question donc, de Jean-Pierre. Donc, qu'en est-il de l'opposition de FNE à l'hydroélectricité? Je peux aussi répondre, ou Cyril, si tu as des éléments. Je veux bien commencer, puis tu peux compléter si tu veux. Les réticences assez fortes de FNE sur alors, certains types d'hydroélectricité, donc celles qui sont plutôt, à mon sens, en barrage fort aux continuités écologiques,
faunistique, floristique et sédimentaire voilà, est bien connue par nous. On a une charte d'approvisionnement qui donne quel doit être le cadre, notamment le cadre environnemental des outils de production auxquels on achète l'électricité. Que ce soit en région, on est en contact en fait avec les structures régionales de France Nature Environnement et on discute, on échange et c'est même parfois des partenaires aussi intéressants sur ce type de fourniture qui maintenant n'est plus majoritaire dans notre mix énergétique, qui a même tendance à diminuer. Mais voilà, je trouve qu'il y a des initiatives de nouvelles turbines immergées ou à l'impact environnemental faible, hein. Une transition énergétique et du 100% renouvelable, il y a toujours un impact, quelles que soient les sources d'énergie. Il faut bien garder en tête voilà, le panorama de toutes les sources de renouvelables, de sources de production, renouvelables et pas renouvelables, pour pouvoir après faire nos choix collectifs. Louis, si tu veux Oui, compléter. non, mais effectivement, tu as plutôt bien répondu, hein. L'approche d'FNE était plutôt systémique vis-à-vis de l'hydroélectricité, avec une très forte opposition générale, hein, même si elle s'est manifestée aussi différemment par bassin. Je sais qu'en PACA, il y a eu une très forte opposition de par l'incarnation aussi par quelques administrateurs de FNE, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres régions. Et Enercop, pour sa stratégie d'approvisionnement, a plutôt une tendance à regarder projet par projet et les logiques internes à ces projets-là et à regarder s'il existe une opposition locale ou si, enfin, voilà, typiquement, s'il y a des gros enjeux environnementaux liés à ces projets ou pas. Merci Louis. Donc on a une autre question de Jean-Paul à propos du stockage virtuel chez Enercop pour les producteurs individuels. Donc peut-être Cyril ou Louis, si vous avez plus d'informations à ce sujet. Oui, si tu veux bien, parce que pour moi, c'est pas un sujet que je suis. Ok. En tout cas, le stockage virtuel s'est mis en place par d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, en fait, ben, effectivement, il y a quand même le mot virtuel dedans. Donc, c'est pas forcément concret et on n'a pas forcément. On vise plutôt sur la complémentarité, c'est la solidarité aussi des usagers. On n'a pas forcément ces outils numériques qui permettraient de gérer du stockage virtuel qui est somme toute assez artificielle dans l'esprit. Donc on vise plutôt en fait à corréler la consommation au flux de production plutôt que finalement l'inverse. Surtout que les technologies de stockage, lorsqu'elles ne sont pas virtuelles, euh, puisque enfin, ça interroge hein, le stockage virtuel. Finalement, par quoi c'est géré? Est-ce que c'est du coup de la crypto, enfin comment dire, de la gestion de flux ou de la gestion financière ou plutôt concrètement effectivement du stockage derrière. Et sur les technologies de stockage, aujourd'hui, on n'a pas, nous, Enercop, souhaité s'investir dans ces technologies-là qui doivent faire preuve de plus de maturité et technologique et environnementale et aussi économique. Merci Louis pour cette question qui n'était pas évidente. On peut peut-être prendre une ou deux dernières questions. On avait une question de Dominique. Donc, préparez-vous une offre gaz renouvelable biogaz. Cyril, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Eh bien, nous en avions préparé une qui était sur le point quasiment d'être commercialisée, donc il y a 1 an et demi, avant le début de la crise énergétique. Et donc, par sécurité, nous ne l'avons pas émise, ça nous aurait mis beaucoup en porte-à-faux, encore plus. Donc, elle est maintenant dans un carton. Elle n'est pas dans nos priorités actuelles. Mais nous savons très bien que ce sera toujours un atout et une cohérence aussi énergétique de pouvoir la mettre en œuvre. Mais là, voilà, cette crise et cette orientation avec l'arène et la production nous engage sur des priorités fortes. Et donc, il est probable que le sujet gaz revienne à l'avenir, mais il n'y a même pas de planning à date.
Merci Cyril. C'est vrai que la crise énergétique, on ne l'attendait pas, mais c'est pas grave. On a d'autres priorités maintenant. Alors, je vois qu'il y a plus trop de questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse peut-être un peu plus tôt. Alors, je vais vous transmettre un petit sondage de satisfaction. Alors, je vais le lancer, hop, maintenant. Voilà, normalement, il s'est affiché sur votre écran. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, parce que l'idée, en fait, c'est que ce soit aussi un format qui vous corresponde. Donc, on attend vos retours et même si vous voulez nous en refaire par mail ou nous appeler pour vous dire ce que vous avez préféré, n'hésitez pas. Donc, je le laisse quelques minutes pour que vous ayez le temps de répondre. En tout cas, un grand merci à Cyril, Christelle, Louis et toutes les petites mains qui répondaient derrière aux questions. Ça a été très clair. Et merci aussi du coup pour votre mobilisation, le fait d'avoir été intéressé par le sujet, d'être venu aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une heure pendant midi, il faut pouvoir se libérer, c'est pas toujours évident. Euh, et voilà. Du coup, je vais clôturer ce. Alors, je vais attendre, je vois qu'il y a encore quelques réponses. Alors, hop. En tout cas, dès qu'on aura donc l'enregistrement de ce webinaire, on vous le mettra sur Le Village donc, et sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez aller le revoir. Ou sinon aussi, vous pouvez le partager si des personnes vous posent des questions. Vous pouvez tout à fait le partager sans problème. Alors, je vais donc clôturer l'enquête hop, de satisfaction. C'est tout bon. Et ben voilà, donc on a 4 minutes d'avance. Je vous laisse du coup retourner à vos occupations. Un grand merci à tous et puis bon appétit pour les personnes qui n'ont pas encore mangé. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée.